Donc déjà, bonsoir à tous. Je suis Cédric Rosemont, je suis apprenant au sein du Management and Consulting MBA. J'ai aujourd'hui donc l'honneur de recevoir quelques intervenants qui vous seront présentés et qui vont nous parler d'un sujet qui est le Big Data. On va essayer de tenter, de débattre aujourd'hui sur une question qui est est-ce que le Big Data est réellement aujourd'hui l'outil marketing par excellence? Donc après une présentation du MBA, on vous présentera également très brièvement ce qu'est le Big Data pour ceux qui n'en auraient pas forcément les notions, et puis on laissera la parole à nos intervenants. Eric, peux-tu nous présenter le MBA, s'il te plaît? Merci Cédric. Donc je suis Eric Autrantiec, apprenant également au MBA Management Consulting. Tout d'abord, j'aimerais remercier Toulouse Business School pour nous avoir prêté l'infrastructure et Céléco pour vous accueillir ce soir. Avant d'aborder le sujet, je vais vous parler rapidement du MBA sous la direction de Jean-Claude Merlan, un MBA qui est parrainé par le Syntec en part-time. Donc, pourquoi MBA? C'est une formation qui permet de s'étoffer dans le conseil. C'est une formation qui est en rapport avec les besoins du marché. Aujourd'hui, le marché a beaucoup évolué. Les entreprises ne veulent plus voir arriver des consultants qui ne savent pas les aider, qui ne comprennent pas leurs intérêts ni leurs objectifs. Un MBA qui vous permet justement de faire votre travail avec un jour des Indiens et le lendemain des Anglo-Saxons, toujours en comprenant leurs problématiques. Un MBA pour qui? Alors il y a plusieurs populations, ça s'adresse avant tout à des personnes expérimentées, au minimum de 5 ans d'expérience. Là, vous avez un graphique des anciennes promotions, la répartition des domaines d'activité des personnes qui ont participé à ce MBA. Vous voyez, c'est assez riche. Des consultants qui veulent s'étoffer dans leur approche du conseil et dans les moyens techniques qui leur permettent de faire du conseil. MBA dont les objectifs sont doubles. D'un côté, pour l'entreprise, ça permet de faire progresser les collaborateurs en interne. Aujourd'hui, le coût d'embauche d'un nouveau collaborateur est important, et justement les faire monter en compétences permet de pérenniser leur activité et de les maintenir en interne. Pour le consultant, ça permet justement d'étoffer sa capacité à donner du conseil. Un MBA sous le parrainage de d'illustres personnages. Là, vous avez une brochette de parrains. Vous verrez, je vous laisse lire les entreprises auxquelles ils appartiennent. C'est impressionnant, et donc ça donne toute légitimité à cette formation. Mais bon, je m'arrête là. Si vous voulez plus de renseignements, revenez vers nous après cette conférence. On va enclencher directement sur la conférence qui vous a fait venir ce soir, le Big Data, pour un rapide introductif sur le sujet. Cédric, est-ce que tu peux nous faire une définition de ces deux mots, Big et Data? Oui, alors aujourd'hui, le Big Data, qu'est-ce que c'est effectivement? Alors les personnes se parlent entre elles via des données numériques, vous le savez tous. Des personnes parlent directement et donnent des ordres directement aux ordinateurs, aux machines. Mais il faut savoir donc que depuis maintenant quelques années, les machines se parlent directement entre elles, les objets sont connectés. Donc ça représente un très gros volume de données, et quoi de mieux que quelques chiffres présents ici dans le tableau en orange pour vous expliquer que l'Internet double chaque année en termes de données. Il y a plus de 694 000 recherches Google qui sont réalisées et collectées en une seule minute. 168 millions d'emails sont envoyés. Je passe effectivement tout ce qui est autour des réseaux sociaux et les connexions des objets. Donc, on va qualifier le Big Data comme étant effectivement un volume important de données variées et qui n'ont d'intérêt qu'après leur traitement. Aujourd'hui, le Big Data est un focus, un centre d'intérêt pour un certain nombre de secteurs d'activité. On le retrouve effectivement dans le monde du tertiaire comme dans le monde de l'industrie, et les fins marketing et d'analyse comportementale sont le premier sujet qui est aujourd'hui abordé pour ce contexte de Big Data.
Donc ce soir, nos 3 intervenants qui nous ont fait plaisir de venir vous parler de ce sujet, ils pratiquent le Big Data, tous autant qu'ils sont, et ils le pratiquent différemment. Donc c'est ça qui est intéressant, ils se complètent. Tout d'abord, Catherine Muller. Bonjour Catherine. Vous êtes professeure au pôle organisation industrielle et logistique. Vous êtes docteur en sciences économiques. Vous avez aidé des grands comptes dans le Big Data, notamment la Deutsche Bahn, les chemins de fer allemands. Vous nous parlerez certainement de ce qu'est le Big Data et de comment on peut aider les entreprises à faire les bons choix en termes de marketing, notamment. Pierre-Olivier Carr, vous êtes serial entrepreneur, on voit vos entreprises. Vous aidez les grands comptes justement à identifier, comprendre les Big Data. Vous avez, en début d'année, participé à un projet dont peut-être certains d'entre vous ont entendu parler. Vous avez aidé la mairie de Toulouse à comprendre ses citoyens. Donc c'est intéressant, mais est-ce que ça veut dire que demain on est capable de savoir qui va être élu à la mairie de Toulouse? Vous nous aiderez peut-être à comprendre. En tout cas, vous nous parlerez de comment il est possible d'analyser ces données. Pierre-Henri Comble, vous êtes directeur marketing de CGDM Assurance. CGDM Assurance est le leader européen dans le traitement et la communication de données à destination des mutuelles, des assurances. Vous aidez vos clients à comprendre leurs clients. Vous nous expliquerez comment c'est possible et éventuellement quelles sont les contraintes associées. Mais pour commencer, Philippe Lebopin, responsable du pôle veille et innovation technologique à la MAF, n'a pas pu venir. Il a souhaité pour autant témoigner pour vous expliquer comment le Big Data était implémenté et identifié à la MAF. Donc nous écoutons son intervention. Bonjour, je travaille à la direction système d'information de MAF Assurance. Je vous propose de partager notre vision et notre manière d'aborder le Big Data. Le premier enjeu est marketing et commercial pour mieux connaître nos clients, nos prospects et notre marché. Le deuxième enjeu est autour de la gestion de sinistres pour mieux prévoir et anticiper les conséquences des tempêtes et des inondations par exemple. Et le troisième enjeu est d'améliorer la lutte antifraude, disposer de plusieurs sources d'informations pour identifier ou confirmer des risques de fraude à l'assurance. Tout d'abord, le Big Data s'inscrit dans la continuité de l'analyse des données qui existe à la MAF depuis longtemps à travers les systèmes décisionnels et la business intelligence. Un exemple concret aujourd'hui, nous récupérons des données à partir de Météo France lorsqu'il y a des prévisions de tempête. Nous récupérons les couloirs de vent et les forces de vent. Ceci nous permet d'anticiper quelques jours avant la tempête le nombre de dossiers sinistres et le montant de ces sinistres. En exemple pour demain, nous sommes en train d'étudier plusieurs pistes pour d'autres données externes. Par exemple, pour la lutte anti-fraude, nous pourrions regarder les véhicules qui sont commercialisés sur le Bon Coin sans succès pendant quelques semaines et qui sont déclarés volés ou incendiés parce qu'ils n'ont pas été vendus. Les petites annonces aussi nous intéressent pour capter plutôt par exemple des opportunités d'assurance en termes d'automobile ou d'habitation. Et enfin, la voix du client, quelles sont les sources de données qui vont nous permettre d'identifier et d'améliorer plus tôt les critiques remontées par les internautes sur le net. En écoutant le buzz aujourd'hui autour du Big Data, on pourrait assimiler cette tendance à une ruée vers l'or. Les fournisseurs de données, Google, Facebook, Le Bon Coin, pour en citer quelques-uns, nous expliquent que leurs données valent de l'or. Les fournisseurs de bases de données et des outils, Big Data, alors IBM, HP, Hadoop, etc., nous expliquent que leurs outils vont permettre d'extraire cet or. À la MAF, nous préconisons du bon sens. Avant de lancer un projet Big Data, nous identifions quelles sources de données nous pourrions triturer. Ainsi, avec ces sources de données, ceci nous conduit à aborder le Big Data à partir de l'axe des 4V. Quels sont les volumes de ces données, big ou pas big?
quelle est la vélocité, donc les fréquences de mise à jour de ces données. Est-ce qu'il y a des besoins de temps réel, de mise à jour semaine, de mise à jour mois? Quelle est la variété de ces données? Est-ce qu'elles sont structurées, non structurées, anonymes ou nominatives? Quelle est la valeur de ces données? Et c'est en fonction en fait, de ces 4 V que nous pourrons décider s'il y a besoin d'avoir des outils autour du big data ou des outils traditionnels de BI peuvent suffire. Nous considérons que le débat du big data n'est donc pas technologique. La clé de l'efficacité est humaine et nous amène à revoir notre modèle d'organisation. Donc il s'agit de développer la coopération plus forte entre les équipes métiers et les équipes informatiques, puis de créer des équipes pluridisciplinaires pour faire parler ces données, avec 2 profils, donc le profil de data scientist qui est capable de montrer des corrélations entre des données, mais également des personnes capables de donner le mode d'emploi de ces données sources et proposer des leviers par rapport aux corrélations, par rapport aux processus, aux procédures, aux outils métiers. Ces 2 profils dans l'entreprise sont très rares, il faut donc en dénicher ou développer les compétences. Voilà qui devrait décourager les clients de la MAF pour la fraude. Exactement. Je pense qu'on aura l'occasion d'aborder, de répondre en différé à Philippe Le Beaupin. Pour l'instant, donnons la parole à Catherine Müller. Catherine, pouvez-vous nous présenter votre activité et nous parler de Big Data? Eric, je vais me lever. Je pense que c'est mon habitude d'enseignante ici à Toulouse Business School. Donc je suis professeure à Toulouse Business School depuis 1 an maintenant. Et j'ai enseigné dans le Consulting MBA cette année. Je tiens à dire que j'avais d'ailleurs passé un excellent moment avec tous les étudiants. C'était une journée qui s'est très bien déroulée, que j'ai beaucoup appréciée. Et je remercie Eric et Cédric de m'avoir invité aujourd'hui à participer à cette table ronde sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc en fait, j'ai une formation d'économiste. J'ai réalisé un doctorat en économie ici à Toulouse et le sujet en était l'économie des transports, et j'ai toujours travaillé en fait sur des études empiriques, c'est-à-dire que j'analysais les données que les entreprises pouvaient avoir ou les institutions, et j'essayais de tester les modèles économiques théoriques que nous développions afin de savoir si c'était ce modèle théorique qui était vérifié sur les différents marchés. Donc le domaine de l'économie dans lequel j'évolue, qui m'intéresse, c'est celui des mécanismes de marché, des problèmes de concurrence. Donc j'ai... oui, juste pour introduire quelques chiffres que j'ai mis en haut de cette slide, c'était juste pour des chiffres un petit peu marquants en termes d'impact de Big Data sur les études et les enjeux auxquels font face maintenant les entreprises et les institutions. J'insiste sur les institutions aussi, j'y reviendrai plus tard. Donc en fait, il y a seulement 0,5% des données qui seraient analysées, en fait, donc elles sont stockées, mais très peu d'informations finalement est extraite de ces données. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer ce chiffre? Ensuite, il y a une étude de McKinsey récemment qui a signalé qu'en fait 15 ou 20% ce serait le taux de retour sur l'investissement en marketing qui pourrait être réalisé pour les entreprises qui exploitent les big data. Donc ce sont des chiffres qui sont assez parlants. Mais bon, je pense que votre slide précédente avec une infographie qui représente un petit peu cette explosion du big data est tout aussi parlante. Donc en ce qui concerne mon expérience personnelle, j'ai travaillé d'abord dans le cadre de ma thèse, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour l'entreprise Deutsche Bahn, qui est l'entreprise des chemins de fer allemands, au moment de la libéralisation de cette industrie en Europe. Cette entreprise s'est posé la question de savoir quelles étaient les réformes qu'elle devait implémenter, parce que la directive européenne préconisait l'ouverture à la concurrence sur le marché et donc une libéralisation, mais les entreprises ferroviaires avaient le choix de plusieurs formes organisationnelles, par exemple, est-ce qu'il fallait vraiment séparer le management des opérations du management de l'infrastructure, est-ce qu'il fallait faire 2 entités complètement séparées ou simplement 2 services toujours sous une même organisation. Enfin, il y avait toutes ces questions
que cette entreprise se posait. Donc pendant 3 ans, j'ai travaillé avec une équipe de chercheurs de mon université, là, l'école d'économie de Toulouse. On a travaillé sur ces problématiques, on avait des données qui nous étaient fournies, donc sur des données de trafic, des données de prix, on essayait de comprendre un petit peu quels étaient les meilleurs choix pour la Deutsche Bahn. Donc c'est ce genre d'approche ensuite que j'ai réalisé pendant 7 ans après ma thèse. Donc j'ai travaillé exclusivement en fait pour des gros groupes sur toutes ces problématiques. Je les ai indiquées ici. Donc je travaillais encore pour Airbus, pour la Commission européenne, pour l'autorité de la concurrence du Royaume-Uni, Trenitalia, ATR. J'ai travaillé sur la fusion Banque Populaire Caisse d'épargne qui a donné le groupe Natixis. J'ai travaillé pour Fiducial sur le marché des compagnies d'audit et également pour la Poste. Donc toutes ces entreprises avaient toujours des questions, je dirais, un petit peu fondamentales sur leur approche et leur perception du marché, sur les décisions stratégiques qu'elles devaient prendre. Donc ces entreprises font appel à des chercheurs universitaires parce que je pense qu'elles n'ont pas la ressource au sein même de leur service pour répondre à ce genre de questions, sachant que ce sont des études qui duraient au moins 6 mois jusqu'à 3 ans. Airbus, ça fait 4 ans que je travaille avec Airbus et je continue à travailler avec eux. Donc ce sont des projets de long terme, systématiquement. On en reparlera tout à l'heure, mais la collecte des données, le traitement des données prend du temps, et l'élaboration d'un modèle économique prend aussi beaucoup de temps. Mais je voulais mettre en relief le fait que ces grandes entreprises se sentent très concernées par l'information contenue dans les données et donc cherchent elles-mêmes à l'exploiter au mieux, donc au quotidien dans les démarches commerciales que vous connaissez au sein des services marketing, ou alors un petit peu plus en amont et avec un peu plus de recul et une vision peut-être, je dirais, un peu plus de long terme pour l'entreprise, et à ce moment-là font appel à des chercheurs. Je précise aussi que les institutions comme la Commission européenne, les autorités de la concurrence, maintenant ont embauché des économètres dans leurs services et regardent les données, vérifient quand elles doivent décider de l'accord à apporter ou non à une fusion, par exemple. Elles vont regarder ce qui se passe au niveau des données, elles vont demander à leurs équipes d'économètres d'analyser ces questions. Les cabinets d'avocats d'affaires également, je travaille avec un cabinet en ce moment, un cabinet basé à Genève, qui a embauché un économètre, parce que maintenant c'est un petit peu des études empiriques sur les données constituent une preuve qui est considérée comme scientifique, à des arguments qui sont énoncés dans les différentes cours nationales ou au niveau international. Donc c'est pour dire que l'utilisation des données, des méthodes économétriques est maintenant partout, en fait, elle est reconnue, elle est acceptée, elle est non seulement acceptée, mais elle est plébiscitée par tous les types d'organisations. Et donc je pense que ça c'est un énorme progrès qui a été fait et qui est relativement récent, qui est lié au développement de l'informatique, des ressources de stockage, etc. Et puis même des méthodes et voilà, que ces techniques ont fait leurs preuves et elles intéressent beaucoup de ces organisations. Donc ensuite, je me suis amusée à répertorier quelques chiffres encore que j'ai trouvés dans la presse récemment, ces dernières semaines, dans les Échos. Et tiens, j'ai pas marqué la source, je me souviens plus, je l'ai lu dans un article récent, je pense que c'était peut-être le Figaro, je ne sais plus. Donc en fait, maintenant même le Big Data touche les joueurs de foot, peut-être l'avait voulu dans ce journal. 80 000 joueurs de foot sont maintenant répertoriés, c'est-à-dire pour chaque joueur de foot, vous avez une base de données qui va indiquer le nombre de buts, le nombre de tacles, le nombre d'actions comme ci ou comme ça. Excusez-moi, je vais pouvoir aller très loin dans la description technique des variables liées aux compétences de foot des joueurs. Mais enfin, chaque joueur est répertorié, des vidéos sont récupérées sur chaque action, et on peut ainsi chiffrer tout ce qui peut caractériser, en fait, qui a un sens dans la caractérisation de la performance d'un joueur. Et donc toutes ces données vont être bien sûr utilisées en termes de prix et de transfert des joueurs. Donc le Big Data touche le sport à ce niveau-là. Il touche, on parlait tout à l'heure de la mairie de Toulouse, mais voilà, j'avais un exemple sur les élections, les dernières élections présidentielles aux États-Unis en 2012. En fait, l'équipe de Barack Obama a fait énormément appel
à des data scientists qui ont vraiment analysé l'information la plus désagrégée possible sur les votants, afin de comprendre quels étaient leurs comportements de vote, et sont allés toucher de très près, presque de façon individuelle, chaque votant qui était en marge qui pouvait basculer en fait. Donc ils ont réussi, et il est reconnu que son élection a été grandement aidée par ces méthodes et les conseils de ces analystes de données. Voilà, donc ensuite juste pour terminer, le lien entre la recherche universitaire et les entreprises, l'intérêt qu'ont les entreprises pour ces données. En fait, tout d'abord, en l'an 2000, Daniel McFadden a reçu le prix Nobel d'économie pour ses travaux, qui avaient eu lieu en 1979. En 1979, Daniel McFadden avait développé un modèle économétrique qui visait à analyser l'impact de l'entrée d'un nouveau système de transport en commun dans la région de San Francisco aux États-Unis. Donc j'en ai parlé aux étudiants de MBA, je pense qu'ils se souviennent de cet exemple. Donc en fait, la mairie de San Francisco s'était demandé s'il était raisonnable d'introduire le BART, qui était un système de transport ferroviaire dans la ville de San Francisco. Des études avaient été réalisées qui avaient prédit que le BART capterait environ 15% de la demande de transport en commun dans la ville. Donc ce système de transport a été mis en place. Quelques années plus tard, Daniel McFadden a décidé de tester, en fait, a posteriori, très bien, il a fait un modèle de prévision, c'est-à-dire il a utilisé des données avant la mise en place du BART, il a fait des prévisions avec ce modèle-là, et il se trouve que ces prévisions sont à 0,1% près les parts de marché observées quelques années plus tard. Il lui avait prédit simplement 6% de part de marché, et il se trouve que la part de marché réelle était de 5,9%. Donc en fait c'est bien inférieur à ce que les études précédentes avaient annoncé. Il n'est pas dit qu'avec l'étude de Daniel McFadden, le BART ait été lancé. Donc en fait c'est un modèle d'analyse de choix discret économétrique qui est maintenant très largement utilisé, et il a reçu le prix Nobel, ce qui n'est pas rien, donc pour une méthode de traitement des données appliquée à un modèle économique précis. Donc ensuite, maintenant, la grande tendance auprès des très grandes entreprises comme Microsoft, Google, Amazon ou eBay est d'embaucher des chercheurs, des universitaires à leur tête. La plupart d'entre eux sont chief économistes dans ces entreprises. On a Suzanne Até chez Microsoft, Albarian chez Google, Pat Bajari chez Amazon et Steve Tadelis chez eBay. Alors dans le désordre, ils sont tous professeurs à Berkeley, Harvard, MIT et Stanford. Donc en fait, c'est une réelle tendance, une nouvelle mode et une stratégie de ces gros groupes de faire appel à la recherche. Et en fait, c'est quelque chose, en tant qu'universitaire, qui nous tient à cœur, puisque l'intérêt, et c'est pour ça que j'ai toujours basé mes études sur l'implémentation d'analyses appliquées. Je trouve que la recherche se nourrit de ce qui se passe dans la vraie vie, tout simplement. Donc j'aime beaucoup interagir avec les entreprises, comprendre quelles sont leurs questions, leurs enjeux, les problématiques. C'est ça qui permet de développer des modèles économiques plus précis. Et vice-versa, je pense que les entreprises, les institutions peuvent bénéficier de la recherche, de ce que les universitaires ont pu développer, des modèles plus théoriques qui, une fois qu'on les applique et qu'on les ajuste un petit peu, peuvent être très puissants dans les prévisions. Donc ensuite, une petite citation d'Olivier Blanchard, qui est l'économiste en chef du FMI, et qui a... C'est un article des Échos aussi. Il était présent à Toulouse au mois de juin pour une conférence. C'est à l'occasion de cette conférence qu'il a eu ce petit mot. Je vous laisserai le lire. Bon, en gros, il dit qu'il compte beaucoup sur l'explosion du big data et le traitement du big data pour permettre des prévisions type macroéconomique de croissance et dans le futur qui seront du coup des modèles beaucoup plus précis et qui permettront des prévisions plus fines. Donc c'est quand même pour vous montrer qu'il y a une grosse référence à ces méthodes dans les plus hauts niveaux des chercheurs en économie et que ça se croise avec les intérêts des entreprises. Donc je pense
comme je l'enseigne dans mon cours, que ces méthodes économétriques sont très stratégiques pour le marketing, puisque c'est le sujet de... Vous m'arrêtez si je dépasse. Donc je pense que ces méthodes sont primordiales parce qu'elles permettent évidemment de cibler au mieux la clientèle. Pour une entreprise, l'objectif est, je pense, de mieux comprendre les besoins du client, peut-être de créer des groupes de consommateurs, d'essayer d'identifier des besoins différents. Ensuite, si vous appliquez des modèles économiques là-dessus, je pense que vous pouvez obtenir un nombre d'informations qui sont extrêmement stratégiques pour vous, comme par exemple des notions d'élasticité de la demande. Vous allez pouvoir mesurer quelle sera la réactivité de la demande à une augmentation de votre prix. Ça, ce sont des informations qui sont quand même cruciales pour une entreprise. Et donc je pense que l'analyse de toutes ces données d'un point de vue statistique est absolument essentielle. Et je pense que c'est vraiment un plus d'y ajouter un modèle économique qui va pouvoir vous permettre d'extraire une information que vous n'observeriez pas en faisant, je ne parle pas simplement de moyenne, il y a des méthodes statistiques beaucoup plus élaborées évidemment, mais je pense que c'est très complémentaire d'utiliser ces deux approches simultanément. Voilà. Merci Catherine. Donc effectivement, vos activités vos activités de recherche sont plutôt à cheval avec les activités de Pierre-Olivier Garde, qui est donc dirigeant effectivement d'API Cube. Vous collectez de la donnée, vous l'utilisez, vous vérifiez sa véracité. Vous pouvez nous en parler? En fait, on n'en collecte pas beaucoup. On va l'acheter. C'est des gens qui sont spécialisés dans la collecte, ça va beaucoup plus vite. Je pense notamment à des gens comme Knip, je sais pas si vous en entendez parler, ils vous fournissent un accès à tout ce que dit Twitter, tout ce que dit Tumblr, tout ce que dit Facebook, pas tout ce que dit Facebook, une partie de ce que dit Facebook. Tout ce qui dit WordPress, et quand vous rajoutez tout ça, vous avez déjà, on va dire, 80% du bruit sur Internet. Donc nous, notre métier, c'est plutôt de l'identifier, de la raffiner, d'essayer de comprendre ce qu'on peut en tirer comme information. Tout à l'heure, il y a le monsieur de la map, dont j'ai mangé le nom, qui parlait des 4 V, qui effectivement sont valides. Sur les 4, en fait, il y en a 2 qui ne servent pas à grand-chose, il y en a 2 qui sont vraiment importants. Le volume, par exemple, on a beau parler de Big Data, le volume ne sert pas à grand-chose, parce que quand vous analysez 20 millions de documents, quand vous analysez 200 millions de documents, finalement, le delta de ce que vous allez trouver en termes de résultats est assez mineur. Effectivement, si vous avez 20 documents, ça ne va pas beaucoup aider, mais à partir d'un certain moment, le volume ne sert plus à grand-chose. La variété, dans certains cas, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Vous pouvez avoir de très bons insights, de très bons retours d'informations, on va dire, en regardant uniquement Twitter, par exemple, ou Instagram. Par contre, il y en a 2 qui sont vraiment importants, c'est la vitesse et la véracité. La vitesse, pourquoi? Parce que c'est facile à comprendre, en fait. Si je vous donne une photo de la route qui est là-bas, prise il y a 5 minutes, il n'y a pas de voiture sur la photo. Est-ce que vous allez décider de traverser sur la base de cette photo-là? Fermez les yeux. Je pense qu'il y a des grandes chances que vous ouvriez les yeux et que vous regardez s'il n'y a pas une voiture qui arrive. Donc déjà, l'information qu'on vous a donnée il y a 5 minutes, en fait, est déjà caduque. Et donc cette vitesse d'information a beaucoup de sens en marketing. Et la deuxième, c'est la véracité. Enfin, la véracité ou la valeur, le crédit qu'on peut accorder à l'information. Alors pourquoi c'est important? On n'a pas besoin qu'elle soit juste, mais on a besoin de savoir à quel point elle est fausse, pour pouvoir ensuite corriger ce que l'on va comprendre avec. Et ça, c'est pas qu'un détail, en fait. Notamment, on a un de nos clients, alors je n'ai pas eu de présenter mes sociétés, je suis un mauvais vendeur en fait. Je vais en présenter que 2. Digidust en fait est une société qui parmi ses activités fait de la stratégie marketing, puis fait l'exécution qui va avec, et on s'est aperçu qu'il manquait souvent des métriques, de la donnée pour bien comprendre. Aujourd'hui, jusqu'à présent, le marketing se nourrissait beaucoup de l'expérience, de l'intuition, des fois ça faisait des choses assez magiques. Mais l'analytics, ce qu'amène le big data en fait, ce sont des métriques, des vraies informations qui vont venir nourrir cette expérience et ce savoir-faire pour avoir des avis et des stratégies plus affûtées. Donc c'est pour ça qu'en fait on a créé API Cube, c'était pour venir compléter l'offre de Digidust en fait, en ayant l'ensemble de la chaîne de valeur, une partie qui allait écouter les informations, les analyser et essayer d'en retirer des enseignements, et l'autre partie qui allait baser ses stratégies sur ces enseignements-là pour être plus efficace. Et API Cube est une boîte américaine, une société qu'on a créée aux États-Unis au départ et qui maintenant est implantée en France. Sur les secteurs, par rapport à la question, Cédric, je peux diverger légèrement, c'est pas grave? Oui, complètement. Légèrement. On parle beaucoup de marketing en fait, mais aujourd'hui c'est pas mal utilisé aussi en politique. Donc tout à l'heure, on a évoqué rapidement le projet Narval, et il ne faut pas croire que le concurrent d'Obama était idiot. Il y avait un projet qui s'appelait Orca. Pourquoi Orca? Parce que c'est le principal prédateur du Narval en fait.
Donc c'était ils étaient vraiment très très motivés à l'époque. Juste ils ont été moins bons, par contre, pour le coup. Et effectivement, ils sont allés dans un niveau de détail ou un niveau de capillarité qui n'a rien à voir avec ce qu'on est capable de faire en France, principalement pour des raisons légales, pas pour des raisons techniques évidemment. Où ils arrivaient à profiler les gens, et quand on parlait tout à l'heure de petits groupes, ils arrivaient en fait à descendre à l'individu, puisqu'ils avaient fait l'application qui s'appelait Facebook, ça devait s'appeler Obama for America, ou quelque chose comme ça, qui permettait en fait aux gens de s'enregistrer pour dire qu'ils supportaient Obama, et qui donnaient donc accès à leurs amis. Et ils pouvaient donc comme ça contacter un militant et lui dire va voir ton ami, monsieur machin. Et comme ils savaient que monsieur machin était un switcher, était capable de passer d'un côté à l'autre, mais il aimait bien Obama, mais par contre il supportait pas l'avortement, il était contre l'avortement. Il briefait le militant pour que le militant lui présente bien le programme d'Obama, pour qu'il parle bien de tout, qu'il motive à aller voter surtout, c'était important de lutter contre l'abstention. Par contre il lui disait, et surtout tu parles pas d'avortement, t'évoques pas le sujet. Juste pour être plus précis. Et ça, comment ils pouvaient arriver à un tel niveau de performance, c'était uniquement parce qu'ils connaissaient par cœur leur cible. Et leur cible, c'est quand même 280 millions d'Américains, donc arriver à descendre à ce niveau de capillarité-là, c'est une vraie performance. Je voudrais vous donner un autre exemple qui est beaucoup plus marketing, je crois que c'est le thème de la soirée, qui a été fait avec des technologies IBM. Monsieur Lamar dit que les technologies, ça ne sert pas forcément à grand-chose tout de suite, mais nous, ça nous aide bien. Il y a 2 ans, au Super Bowl, il y a 3 trailers, il y a 3 bandes-annonces en fait, de films à succès. Je suis désolé, les invités par l'anglais, je pense. Parce que je viens de passer quelques temps aux États-Unis, j'ai du mal à faire Jean-Claude Van Damme. Donc il y avait 3 bandes-annonces de blockbusters qui ont été diffusées, et il y avait un modèle de données qui tournait pour essayer d'écouter l'accueil du public sur ces 3 bandes-annonces. Ça a été diffusé au Super Bowl, évidemment, c'est le moment où on a vraiment une grosse audience. Et l'idée en fait c'était de savoir si les bandes-annonces étaient bien faites, et de savoir comment déployer le plan marketing et comment déployer le plan des salles qui allaient diffuser les films aux États-Unis. Et comme les données qui étaient mesurées étaient principalement localisées, alors pas au quartier près, mais c'était à l'État ou à la ville près, ça a permis de savoir qu'une des 3 bandes-annonces, par exemple, les gens ne comprenaient pas. Ils n'accrochaient pas parce qu'ils ne comprenaient pas bien le film, ça pétait de partout, mais il manquait quelque chose. Donc ils ont refait la bande-annonce, évidemment. Et ça leur a permis surtout de redéployer, alors je vais vous dire n'importe quoi, parce que c'était pas forcément les vraies données, mais je les ai pas en tête. Mais par exemple, ils savaient qu'en Floride, Avengers n'avait pas du tout fonctionné, donc il allait faire un carton dans le New Jersey, et inversement que l'autre film allait bien marcher ailleurs. Donc ils ont redéployé les salles de cinéma, parce que les copies numériques, même numériques, coûtent très cher pour alimenter les salles. Ils ont redéployé les copies sur l'ensemble des États-Unis, et par contre ils ont poussé leur marketing sur certains films dans certaines zones et moins dans d'autres. Donc en fait, l'idée, c'était pas. Ils ont sûrement dépensé des centaines de millions de dollars pour faire leur plan marketing, comme chaque fois, mais ils étaient bien mieux dépensés qu'à l'époque. Et s'il y a des mercadiciens ici, je ne le doute pas, vous connaissez tous Peter Drucker qui avait dit qu'à l'époque, 50% de son budget marketing ne servait à rien. Je pense que maintenant, c'est faux. On arrive à changer ce pourcentage-là et à améliorer ce pourcentage-là. Et justement, alors comment la donnée sur les réseaux sociaux, notamment quant à ce positionnement sur les salles de cinéma, comment elle a été analysée? Sans rentrer trop dans le détail, mais les posts de chacun des internautes ont été identifiés, scannés. En fait, alors, ça c'est pour APIQ. On est business partner IBM, on est les seuls en Europe d'ailleurs sur une technologie qui s'appelle SMA, Social Media Analytics, qui est une technologie, comme son nom l'indique, qui analyse des gros volumes de données, il y a une trentaine de brevets dessus, en taxonomie, en sémantique, c'est une vraie machine de guerre. C'est très moche par contre, l'interface est atroce, mais c'est très puissant. Et en fait, on injecte, donc on fait d'abord un modèle de données qui va récupérer celles qui nous intéressent, on va évidemment pas analyser le web tout entier, qui va récupérer les données qui nous intéressent. Donc ça, ce sont des queries très simples sur des... Alors, c'est pas forcément des mots-clés, parce que les mots-clés fonctionnent mal. Si, par exemple, on parle d'Obama et de sa victoire, le mot-clé, finalement, le plus important, c'était 4 more years, qui arrivait après, parce qu'il a tweeté une photo de lui, marqué 4 more years, c'est devenu un gimmick, en fait. Mais il était impossible de le prévoir 3 heures avant, en fait. Donc, un modèle de données, ce qui différencie un modèle de mots-clés et un modèle de données, c'est que le modèle de données va tout de suite comprendre que 4 more years, c'est un mot important à réintégrer dans le modèle et à surveiller. Je suis désolé, j'ai été très vite, mais c'est bon. Et donc du coup, la technologie nous permet de brasser l'ensemble des données. Quand on parle de Toulouse, par exemple, on a brassé... Alors, il y avait peu de données, en fait. Il y avait peu de données. Il y avait quand même 2,5 millions, mais quelque chose comme ça. C'est pas monstrueux, quoi. Et de 2,5 millions, on est arrivé à 191 000, 194 000 documents intéressants. Un document, c'est un tweet, un blog post, un article de presse avec ses commentaires, ça peut être ce genre de choses-là.
Et 191 000, même là, vous ne mettez pas des gens à lire tout ça et à essayer de sortir une analyse. Donc après, la technologie permet de faire tout un tas de tri et de nous donner des insights, comme par exemple ce qu'on appelle les matrices d'affinité. Les matrices d'affinité, c'est par exemple, on vous dit que dans tel document ça parle de sécurité mais que son affinité est très faible. Ça veut dire qu'en fait, il parle d'autre chose. Il parle de la nouvelle voiture, de la nouvelle Renault, je sais pas quoi. Il vous donne toutes les features, en fait, toutes les caractéristiques. Merci, j'ai l'interprète en fait. Toutes les caractéristiques de la nouvelle Renault. Et à la fin, il dit, par contre, en matière de sécurité, c'est pas terrible. Donc c'est pas le sujet de l'article, mais on évoque avec la sécurité, donc l'affinité est très très faible. Alors que si vous dit 3 meurtres sur place Wilson, bon là pour le coup, le sujet c'est clairement la sécurité, ou l'insécurité pour le coup. Et l'affinité là est très très forte. Donc ça vous permet d'avoir de l'affinité, de mesurer l'affinité, ça vous permet aussi de mesurer le sentiment. Alors, le sentiment c'est une notion très galvaudée, parce que tout le monde vous dit qu'on fait de l'analyse de sentiment en fait. Il y a une différence entre le social media analytics et le social media listening. Social media listening, c'est le GABA, c'est le boulier, on va dire, de Big Data. Social media analytics, c'est par exemple, ma femme vient d'acheter un sac Vuitton, elle l'adore, mais les coutures ont cassé. En fait, si vous avez une vraie technologie puissante, vous allez détecter Vuitton, mine de rien, et vous allez surtout détecter qu'elle aime la marque et le produit, mais qu'il y a eu un problème sur le produit. Alors que si vous faites du keyword tout bête, là vous l'avez en gris en général et vous dites ambivalent. C'est pas trop. Sauf qu'ambivalent sur des millions de documents, ça sert à rien en fait, c'est absolument pas intéressant. Donc la technologie aujourd'hui nous permet vraiment d'aller très très bas. Et à la fin de l'histoire, même si aujourd'hui la technologie qu'on utilise chez IBM SMA est sans aucun doute la plus puissante du marché, pour les ATC, on est un tiers, on est agnostique côté technologie, donc on n'était pas travaillé n'importe qui. C'est clairement la plus puissante, mais à la fin, on a quand même des analystes qui viennent, des consultants qui viennent, et qui regardent les résultats et qui commencent à les interpréter en fait. Parce que la machine n'arrive pas au bout de l'histoire. Donc il y a un retraitement humain quand même. Il y a un retraitement humain systématique, ne serait-ce que pour le ramener au métier du client. D'accord. Et au-delà, on a pas mal parlé de marketing, ces technologies-là permettent aussi de traiter la problèmes de sécurité par exemple. Il y en a un qui nous a rendu un peu célèbre sur le marché il y a quelques mois, qui était lorsque le PSG était champion de France. Il y a eu des émeutes au Trocadéro en fait, et on a fait un truc illégal, je peux le dire, mais on ne savait pas que c'était illégal, enfin, on ne savait pas, mais c'était pour le ministère de l'Intérieur, donc c'était déjà moins grave. On a réussi à prédire les événements du Trocadéro, enfin à prédire, ça n'a rien à voir avec des médias, mais ça se voit quoi. À comprendre qu'il allait se passer quelque chose au Trocadéro, à savoir qui allait y aller, quelle tribu allait y aller, c'est-à-dire que pour les gens qui ne connaissent pas trop le foot comme moi, vous avez deux types de supporters, vous avez les anciens ultras et les lynx qui sont arrivés après les Qataris en haut, qui s'aiment pas entre eux, pour des raisons assez obscures. Et vous saviez que les lynx allaient à tel endroit, que les ultras allaient à tel endroit, que telle catégorie allait casser du CRS, que l'autre catégorie allait pourvoir, mais bon, si on voulait les bagarrer, ce serait pas mal, que les autres allaient se retrouver après ailleurs pour casser des vitrines. Et tout ça était déjà sur Internet, parce que la bonne nouvelle, c'est que les gens sont assez idiots pour le dire. Donc nous, on n'a que à écouter finalement. C'est assez idiot pour le dire. Et on aurait pu tout prévoir, on aurait pu par exemple le ministère de l'Intérieur aurait pu mettre ces cartes de CRS très visibles. Au contraire, parce qu'ils ont décidé de les cacher, de les mettre en retrait pour ne pas mettre le feu aux poudres, alors qu'en fait le feu était déjà parti. Alors que si des amis très visibles déployaient déjà, ça aurait bien sûr minoré ce qui s'est passé véritablement. Dissuasion, oui. Merci beaucoup Pierre-Olivier. Donc nous accueillons également Pierre-Henri Comble. Pierre-Henri Comble, merci d'être venu également. Pierre-Henri Comble, vous êtes vous aujourd'hui au sein de CGDIM Assurance. Vous apportez un petit frein à ce que l'on peut entrevoir depuis le début de cette séance sur l'utilisation des données, notamment parce que dans le secteur de la santé, c'est toujours un petit peu litigieux. Oui, c'est vrai, je travaille donc chez CGDIM Assurance, que vous connaissez peut-être, en tout cas pour une partie d'entre vous. Je vais juste rappeler ce que nous faisons, quel type d'activité le groupe dans lequel je travaille est orienté. Le groupe CGDIM, c'est 3 BU, 3 business units, dont la plus grosse a été créée il y a 40 ans pour faire du big data. En fait, elle a été créée pour... excusez-moi, je suis trop loin du micro. Elle a été créée à un moment où le fondateur du groupe considérait que, qui est médecin,
considérait qu'il y avait une vraie valeur à extraire des données, manipuler des données médicales pour les revendre et revendre des études au laboratoire. Ça a fait une fortune pour son créateur et ça a créé la boîte dont le chiffre d'affaires a été multiplié, qui est aujourd'hui proche du milliard d'euros. C'est la première BU. La seconde BU n'a rien à voir avec la première. C'est une BU qui couvre en fait une activité d'éditeur de logiciels, donc un truc très traditionnel, les SS2I, dans le domaine des professionnels de santé. Et en fait, on vend des logiciels aux médecins, aux pharmaciens, aux auxiliaires médicaux. On en a vendu aux hôpitaux, on n'en vend plus, mais peu importe, on est éditeur. Et puis la troisième BU dans laquelle j'appartiens, tout en travaillant aussi avec les deux autres que je viens d'évoquer, c'est la BU CGIM Assurance, qui recouvre deux activités. Une activité d'éditeur, mais vers les organismes complémentaires, les organismes qui gèrent de la santé, qui sont complémentaires ou obligatoires. Globalement, on équipe en soft la marque, par exemple, c'est un client à nous. Et puis on est fournisseur de services. Donc en fait, fournisseur de services, ça veut dire quoi? Alors on est infogérant, on est ici, là, à la Belge, un data center ultra moderne, des grilles partout. On est infogérant, mais on est aussi, c'est ce qui nous rapproche le plus du sujet de ce soir, on est fournisseur de services de tiers payants. C'est-à-dire qu'on est opérateur pour les comptes de certaines mutuelles, compagnies d'assurance, et nous gérons pour leur compte un service, je pense, dont la totalité d'entre nous doit bénéficier. Quand vous allez à la pharmacie, vous présentez votre carte d'assurance sociale, une carte vitale, vous présentez aussi en général une carte papier, que vous a remis votre mutuelle, votre compagnie, et avec ça, vous ne payez en règle générale rien, parce que la part qui serait à votre charge, que vous feriez rembourser par votre mutuelle, est directement payée aux pharmaciens, par exemple, par l'opérateur de tiers payant. Et CGIM est un des opérateurs de tiers payant. Donc, en quoi tout cela nous rapproche du big data, et en quoi j'ai dit en préparant cette réunion que j'étais certes partisan du sujet, parce que je vais essayer de vous expliquer ce que nous faisons chez nous en termes de big data, mais pourquoi c'est différent en santé. Donc, je vais dire deux choses. Qu'est-ce que nous faisons? Alors, il se trouve que je travaille en tant que responsable du marketing. Mon boulot, c'est de fabriquer des offres dans le domaine de CGIM Assurance, mais je ne fais pas que ça. On a un président qui est curieux, qui va chercher les gens de façon complètement libre et qui les fait travailler avec d'autres BU. Ce dont j'ai été directement l'objet. Et à ce titre-là, par exemple, j'ai travaillé pour la BU qui s'occupe de l'activité historique. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous avons fait, par exemple? Là, une des activités, un des thèmes d'étude, c'est de vendre de la donnée et de vendre au laboratoire des données qui leur permettent d'orienter leur campagne de marketing. Et notamment de savoir réorienter leurs réseaux de visiteurs médicaux. Vous savez que le secteur des laboratoires est un secteur qui est en croissance très forte, puis moins forte. Faute d'une croissance suffisante, en tout cas qui est différente de l'historique qu'on connaissait, les laboratoires réorientent, revoient leurs investissements. Et ils se disent comment je peux réorienter, cibler les opérations de mes visiteurs au moins cher. C'était juste à côté. Par exemple, je me souviens que le premier sujet sur lequel j'ai eu à travailler, qui nous éloigne de l'assurance, et vous allez voir qu'on s'en rapproche après, était, voilà, aujourd'hui chez CGIM, on achète de la donnée. On achète de la donnée, par exemple, pour savoir quels sont les achats au quotidien de chaque pharmacie. On a tous les jours des fichiers d'achat, médicament par médicament, boîte par boîte, de chaque pharmacie. Et puis, ça, c'est la première chose qu'on a. Deuxième chose qu'on a des fichiers de vente. Officine par officine, jour par jour, médicament par médicament. Et on a ça sur un panel. Et on l'achète. Avec ça, la question était, prédisez-moi, dites-moi, qui prescrit tel médicament qui a par ailleurs N concurrents. C'était ça la commande. Avec les informations dont nous avions à disposition, il n'était pas possible de répondre, puisqu'on avait un panel de vente, donc on ne savait pas projeter avec une base suffisante. Par contre, la commande, c'était de dire, en ayant découpé le territoire, alors dans le jargon des laboratoires, ça se découpe en 750 circonscriptions, ça s'appelle des unités de gestion. La question était, comment peut-on, en respectant la loi, en respectant le cadre réglementaire, comment peut-on proposer scientifiquement et statistiquement une méthode qui nous permette de dire à un laboratoire, tel médicament il est plutôt prescrit, non pas par tel médecin, mais par tel médecin qui sont dans tel endroit. Ensuite, vous allez dans un fichier médecin, c'est facile de savoir quels sont les médecins. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a racolé, on a fait de racolage, on a
on a rapproché de façon progressivement, de façon successive et progressive, un certain nombre de sources de données dont on avait la disposition et qui, au départ d'ailleurs, n'étaient pas du tout conçues pour faire cette étude. Qu'est-ce qu'on a fait? Il se trouve qu'en tant qu'SS2I, on a par exemple, on travaille pour des médecins, comme vous le savez sans doute, participent maintenant des instances de pilotage des dépenses de santé au niveau régional. Vous savez sans doute qu'avec la loi HPST, qui veut dire hôpital, population, territoire, santé, c'est ça, patient? Excusez-moi. C'est mieux que moi, je devrais le savoir aussi. Merci. En tout cas, cette loi-là a prévu la création de nouvelles agences, qui s'appellent les agences régionales de santé, au sein desquelles siègent les représentants du corps médical, les médecins d'un côté, les non-médecins de l'autre. Ces médecins-là, qui ont le sens de la suspicion, souhaitent avoir leur propre système statistique, et il se trouve que c'est nous qui l'avons développé à partir d'extractions que les médecins ont demandé à la CNAM. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la CNAM. La CNAM est la Caisse nationale d'assurance maladie, qui a un petit entrepôt de données auquel historiquement j'avais contribué, parce que j'ai travaillé à la CNAM il y a une quinzaine d'années, qui s'appelle le SNIRAM, Système national interrégime de l'assurance maladie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une espèce de grosse boîte dans laquelle on enregistre chaque année l'ensemble des ordonnances liquidées, c'est-à-dire 1,2 milliard d'ordonnances, l'ensemble des séjours hospitaliers, c'est-à-dire 50 millions, plus quelques données qui sont collectées par les médecins de la CNAM lorsque vous allez voir le médecin conseil pour une exonération médico-modérateur. Avec ça, on a les données qui sont, alors je rentrerai éventuellement dans le détail si ça vous intéresse après, on a la possibilité de savoir, de façon anonyme, complètement anonyme, une personne prend tel médicament, prescrit par tel médecin, pour une affection qui est exonérée, par exemple un cancer, un diabète, et on connaît l'affection. Et dans cette base, donc, on sait faire le lien entre une maladie grave, un ou elle médicament, un séjour hospitalier, un passage en soins de ville. Et à partir de là, qu'est-ce qu'ont demandé les médecins des ARS, pour le compte desquels on travaillait? Ils nous ont dit, écoutez, on a un droit de tirage sur cet entrepôt de données, faites en sorte que ce droit de tirage puisse être intelligent. Donc on a travaillé sur un droit de tirage en respectant la loi, qui interdit aux médecins des ARS d'avoir autre chose que des données anonymes et agrégées. Donc on avait à l'époque conçu, il y a 5-6 ans, un système qui permettait d'extraire ce qu'on appelle des agrégats, donc des données qui permettent indiscutablement jamais de savoir de qui on parle. On sait juste que l'on parle d'ensemble de patients, d'ensemble de professionnels de santé. Par contre, à l'époque, quand on avait travaillé sur ce système, on s'était dit, pour qu'il soit intelligent, il faut qu'il puisse répondre à des problématiques de santé, de pilotage de santé publique. Et donc, à l'époque, on avait dit, on va faire en sorte que ce système nous donne une idée du nombre de patients, enfin de la patientèle par grande maladie, de la consommation par grande classe thérapeutique. Et donc, je reviens à mon histoire de laboratoire. Qu'est-ce qu'on a fait? Cette extraction de données-là dont on disposait, dont on avait le droit d'utiliser, puisqu'elle est strictement anonyme et agrégée, c'est-à-dire qu'en aucune façon elle ne met en cause le principe constitutionnel d'atteinte à la vie privée, et qu'elle viole la donnée concernant la santé ou la connaissance de la santé d'un patient, qui est un principe intangible. Qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de vérifier si les données que l'on disposait du panel des officines étaient cohérentes avec les données qui, par ailleurs, vont jusqu'à la CNAM et dont on avait un tirage. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a fait aussi? On avait les données qui permettaient de savoir, au travers de l'activité de tiers client que j'ai évoquée, quel patient va chez quel médecin. On ne sait pas du tout, quand on est opérateur pour un assureur complémentaire, on n'a aucune information sur les maladies. C'est strictement interdit. Et on avait par contre l'assiduité et la fréquentation. C'est-à-dire en gros, est-ce qu'un patient, comme vous, moi, je vais très souvent dans telle pharmacie, et lorsque je vais dans telle pharmacie, est-ce que je suis envoyé, entre guillemets, toujours par le même médecin? Donc on avait en fait la capacité et la possibilité d'établir des couples et de se dire, lorsque tel patient va chez telle pharmacie pour avoir tel médicament, il y a de bonnes chances qu'il soit envoyé par telle spécialité et par tel type de médecin qui est ou pas dans le territoire, dans le même territoire que celui du pharmacien. Et à partir de là, donc on a monté par étapes successives un système qui nous a mené jusqu'à vendre et à présenter à des laboratoires une offre qui s'appelle maintenant, on a donné un petit nom, Origine, pas Comatos, mais Origine, parce qu'en fait on allait à l'origine de la prescription.
Et cette offre-là s'est faite dans cette logique, en respectant scrupuleusement, en tout cas le plus scrupuleusement possible, le cadre réglementaire. Voilà le premier type de réalisation. Par rapport à votre question, qu'est-ce qu'on fait d'autre et pourquoi j'ai milité pour dire qu'il y avait des freins? Alors, j'ai expliqué rapidement que la santé, c'est un bien précieux, et la santé, c'est une des libertés inscrites tout en haut d'un grand texte sacré qui est la Constitution. Et donc, quand on manipule de la donnée de santé, et Dieu sait s'il y a des réservoirs de données de santé nombreux, j'ai cité le SNIRAM, qui est, je pense, une des plus grosses bases de données en France décisionnelles. Le SNIRAM, c'est 2 ans plus année en cours d'historique. Vous imaginez, près de 3,5 milliards de prescriptions, c'est pas mal, quoi. C'est important. Les données de santé, le premier gisement, c'est celui-là. Le deuxième gisement sur les séjours hospitaliers s'appelle le PMSI, qui est en fait un programme qui a été lancé il y a 20 ans et dont la qualité maintenant est enfin, depuis 5-10 ans, propre. Donc, vous imaginez le temps qu'il a fallu pour fiabiliser, je rejoins ce que disaient les intervenants précédents. On a donc un deuxième réservoir de données intéressant. Puis le troisième intéressant, quand on fait de la statistique, quand on veut comprendre des données en santé, c'est une base qui est peut-être un peu moins connue, qui s'appelle dans le jargon CEPIDC, qui est en fait la base des causes de décès. Vous savez peut-être que quand un médecin constate un décès, il remplit un formulaire, je l'ai appris en travaillant sur le sujet, il remplit un formulaire qui est découpé en 2 parties. Le premier est donné aux personnes qui vont conserver la trace du constat du décès, donc en général les proches, les défunts. Et le second est envoyé, je crois que c'est à l'INSEE, et il comporte une partie médicale qui explique quel est le constat que le médecin qui a constaté le décès, quelles sont les causes du décès constatées par le médecin. Et ces informations-là sont précieuses parce qu'elles sont codées. On code la maladie, on code les constats, et bien évidemment, si vous voulez faire des statistiques en tant qu'économiste, en tant que scientifique, en tant qu'épidémiologiste, vous avez une foule d'informations dont a priori vous allez vous dire qu'est-ce que je pourrais bien faire de super intéressant si je pouvais les amalgamer, les trier toutes ensemble. Et pourquoi je disais qu'il y avait des freins? Parce que la loi interdit de les apparier sans un minimum de précautions. Quelles sont ces précautions? La loi dit, en tout cas la loi française, la réglementation européenne dira l'année prochaine, parce qu'elle va s'appliquer en France l'année prochaine, que tout appariement de données individuelles est soumis à l'accord du patient. Ce qui veut dire que pour les études statistiques, il est hors de question de demander à N milliers ou millions de patients un accord. Donc quand on n'a pas un tel accord, qu'est-ce que l'on fait? La réglementation impose de supprimer, d'anonymiser de façon irréversible les données, ce qui n'interdit pas de les apparier. Cela permet de conserver le fait que Pierre-Henri Comble est connu au PMSI de façon anonymisée, mais je sais que c'est Pierre-Henri Comble. Je sais qu'il a été dans tel établissement pour un séjour hospitalier, je sais l'apparier sans jamais savoir que c'est Pierre-Henri Comble, et je sais éventuellement qu'il est décédé. Et je sais donc faire ce qu'on appelle, je sais reconstituer complètement sa trajectoire sur plusieurs années, dans tous les domaines qu'il a fréquentés, dans tous les secteurs qu'il a fréquentés dans le domaine de la santé. La loi dit donc qu'il est possible d'apparier des données en conservant l'anonymat irréversible du patient, premièrement. Deuxièmement, en faisant en sorte que les données du patient ne soient jamais indirectement identifiables, parce que pour quiconque a manipulé des bases de données, on sait que quelquefois, quand on fait une recherche, il y a tellement peu de résultats, on arrive indirectement à savoir de qui on parle. Donc la loi interdit, par exemple, lorsque dans le SNIRAM, le résultat d'une requête fait ressortir plus de 10 individus, on a le droit d'avoir la liste de 10 individus. Dans le cas contraire, on est interdit de restituer les informations. Voilà donc le deuxième carcan qui est posé. Puis le troisième, c'est que pour apparier les données, il faut quelque chose qui est industriel, enfin il faudrait une solution d'appariement industrielle qui n'existe pas encore aujourd'hui sur les plateaux, et que chez CGI, on s'est empressé de dire, enfin de considérer comme intéressant. C'est une solution, une plateforme technique qui permette de ramener N fois 10, N fois 100 millions d'informations rapidement pour les chercheurs et pour l'ensemble des utilisateurs de données de santé, qu'ils soient assureurs, chercheurs ou administration. Et donc aujourd'hui, les freins que j'évoquais quand on a évoqué un petit peu cet atelier tiennent de la loi, c'est sûr, mais il y a d'autres freins qui sont en fait des conditions de succès, des facteurs du succès qu'il faut peut-être aussi évoquer, c'est que manipuler des données comme ça, je pense que ce n'est pas propre à la santé. Ça exige, et Denis Le Bopin le disait, je crois, très très bien, ça exige certes des capacités de traitement de volume significatifs,
Mais je sais que de temps en temps, avec mon PC, quand on fait des extractions, sans problème, un PC, ça gère 5-10 millions d'enregistrements en quelques secondes, il n'y a aucun souci. Ça existe de gérer les volumes, mais ça exige surtout de comprendre les données. Vous imaginez sans peine que sur les 3 sources que j'ai évoquées, qui sont 3 des sources que l'on pourrait utiliser aisément, le vocabulaire n'est pas le même, la qualité des données n'est pas la même, les contrôles, la sémantique des données ne sont pas la même, et l'organisation des données n'est pas acquise. Ces informations-là sont la maîtrise de ces différents items est indispensable, et c'est un vrai frein, est indispensable si on veut faire du big data. Pour quiconque ne le ferait pas, on risque de sortir, et je pense que vous avez tous été confrontés à ça, des choses qui peuvent s'apparenter à n'importe quoi. Voilà. Et la dernière chose, je ne sais pas si on en reparlera après, j'ai entendu parler de data scientist, je souscris complètement. Chez nous, quand on veut développer le big data, on essaie de trouver des ressources qui sont en effet pas encore courantes. Des personnes qui sachent travailler en associant le savoir d'un maître d'ouvrage, la technicité d'un ingénieur informatique, le savoir d'un statisticien. Alors je ne dis pas que ce soit des moutons à 5 pattes, il y en a. Mais ça ne s'apprend pas souvent à l'école. En tout cas, ça ne s'apprenait pas souvent à l'école, de mon temps et peut-être dans les années suivantes encore. Bon, je crois que c'est important parce que, comme vous l'avez dit, ce qu'on attend dans le big data, c'est de satisfaire une problématique qui est avec plein de volumes et plein de sources de données différentes et les technologies liées au data mining et à l'analyse de données. Je sais sortir des informations intéressantes, ça c'est sûr. Mais surtout, je sais les sortir vite. Ce qu'on attend de ce type de problématique, c'est la production de la richesse dans un temps qui est record. Même si on n'a pas pu tout traiter, on veut être sûr que ce que l'on a traité est juste et que l'orientation du résultat que l'on donne a une plausibilité de justesse et d'exactitude qui soit suffisante. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup Pierre-Henri. Donc effectivement, on posera aussi la question à Pierre-Olivier tout à l'heure sur la nécessité d'avoir effectivement des data scientists ou des statisticiens pour travailler sur le big data. On voulait donc effectivement s'arrêter sur ce chiffre aujourd'hui qui laisse présager un beau potentiel pour ceux qui voudraient se positionner sur le big data et donc l'enjeu aujourd'hui de la plupart des sociétés, le marketing, le mieux vendre. 70%, c'est le chiffre de sociétés en France qui ne se sont pas posé les questions, ou en tout cas qui ne se sont pas penchés sur le sujet du big data et l'analyse donc de leurs consommateurs. Alors justement, 70%, c'est intéressant de savoir ce chiffre. Catherine, tout à l'heure, vous parliez justement des grandes entreprises américaines qui embauchent des scientifiques, des statisticiens pour pouvoir aborder ce sujet. Est-ce que ça veut dire, une question un peu provocante, est-ce que ça veut dire qu'il faut être scientifique et statisticien pour faire du big data? Je vais commencer avec toi. Alors la réponse serait oui et non. Voilà pourquoi. Ma conviction est qu'effectivement l'information contenue dans les données est précieuse et qu'il faut l'extraire et qu'il faut l'exploiter. Ça c'est absolument primordial à mon sens. Donc est-ce qu'il faut être absolument statisticien? Je pense qu'on peut déjà obtenir une certaine information d'une base de données qui n'est pas forcément big, d'accord? Si on a déjà des chiffres, si on a des données, même si on n'est pas estampillé statisticien, qu'on a quelques notions de moyenne d'écart type ou de distribution, je pense qu'on peut, avec un tableur Excel, tout simplement des commandes qui sont déjà prêtes, je pense qu'on peut avoir un début d'information et je pense qu'il faut s'y risquer, tout simplement. Je pense que le traitement des données commence avec peu de temps, peu de données disponibles, on peut quand même obtenir une forme d'information. Ensuite, effectivement, si les données sont très très nombreuses, que ce soit en termes de nombre d'observations, nombre de variables, de dimensions disponibles, effectivement, si on a des notions de statistiques plus développées, bien entendu, on pourra probablement réfléchir à de l'information à extraire de ces données. Enfin, c'est un exemple dont je voulais vous parler pendant cette intervention. Je vais prêcher un petit peu pour ma paroisse, évidemment, mais je pense que les modèles structurels économiques appliqués aux données ont beaucoup de sens. Et un exemple, donc l'exemple dont je voulais vous parler, est une étude que j'ai réalisée elle était réalisée pour la Poste, mais en fait elle a été appliquée sur le marché de la presse en France, des éditeurs de presse. On l'a réalisée pour la Poste parce que c'était une histoire de subvention à la distribution de la presse, donc qui transitait par les prix proposés par la Poste aux différents éditeurs. Donc
en fait, notre objectif était de montrer que le calcul de cette subvention était mal fait, puisque cette subvention a été calculée en regardant simplement le marché des lecteurs, de la presse, et en omettant totalement le marché des annonceurs. Donc à partir du moment où vous ne regardez pas le bon marché, forcément les chiffres que vous allez extraire seront erronés. Donc en fait, on a essayé on a réalisé un modèle économique pour ce marché que l'on dit être biface. Peut-être que vous connaissez cette terminologie, hein, d'accord, parce que les éditeurs de presse vont retirer un revenu de la part des lecteurs, hein, avec l'achat des magazines et des journaux. Et ils vont obtenir aussi un revenu de la part des annonceurs qui vont payer pour avoir des pages et des encarts publicitaires dans les magazines et les journaux. Donc en fait, c'est un marché dans lequel il y a une offre de magazines, et il y a deux demandes séparées, la demande des lecteurs, la demande des annonceurs publicitaires. Mais ces demandes ne sont pas indépendantes. D'accord ? Vous pouvez intuitivement imaginer qu'un annonceur préférera acheter un encart publicitaire dans un magazine qui est beaucoup plus lu que dans un magazine qui n'intéresse que peu de lecteurs. Vice-versa, et c'est là que, à mon avis, cette étude est très intéressante, la demande des lecteurs peut elle aussi être influencée par le nombre d'encarts publicitaires dans un magazine ou dans un journal. D'accord ? Donc en fait, il y a cette interaction qu'on ne peut négliger quand on regarde les mécanismes de marché. Donc quand je parle de modèle économique, pour moi il est très important de tenir compte des interactions entre tous les acteurs sur un marché, et c'est la modélisation et la prise en compte de toutes ces interactions qui a à mon avis un sens crucial. Donc en fait, ce qu'on a réussi à montrer était qu'en fait la publicité, je ne sais pas quelle est votre intuition, est-ce qu'à votre avis la quantité de publicité dans un magazine a-t-elle un effet positif ou négatif sur la demande des lecteurs ? Ça en a levé, hein. Oui. Est-ce que vous êtes content que vous voyez plus de publicité dans un magazine ou dans un journal, ou est-ce que vous préférez qu'il y en ait moins ? Moins. Et en fait, ce n'est pas tout à fait exact. On a pu distinguer en fait deux effets. Quand on lit un journal, un quotidien, d'accord, comme Le Monde, on a un paquet de publicité. En revanche, quand on lit un magazine spécialisé, que ce soit un magazine féminin ou un magazine de pêche, les lecteurs aiment qu'il y ait de la publicité. Ça fait partie du plaisir de lire le magazine, et c'est aussi une information pour eux, pour les magazines spécialisés. Donc ce que je voulais dire en termes de marketing, et à mon avis qui est très important, c'est qu'on a réalisé cette étude avec des données qui n'étaient pas désagrégées du tout, puisque les seules données qui concernaient la demande, donc les consommateurs que nous avions, étaient le nombre de journaux vendus sur plusieurs années. D'accord ? C'est tout. On n'avait aucune distinction, donc par journal, hein, bien entendu, on savait si Elle ou Le Monde, ou etc. On connaissait le nombre de ventes. On n'avait aucune information sur les lecteurs eux-mêmes, et donc avec un niveau de données qui était peu désagrégé, d'accord, qui était quand même assez agrégé, on a pu extraire une information qui, à mon sens, est cruciale en termes de marketing pour les éditeurs, et on n'avait pas besoin de connaître les préférences et de rentrer dans ce détail-là, d'interroger les consommateurs. Donc pour moi, un statisticien, c'est indispensable quand on traite des volumes de données pareils. À mon avis, une entreprise gagnerait à combiner ce genre d'analyse avec des modèles plus structurels et qui permettaient d'extraire une information supplémentaire qui elle-même est très stratégique. Ouais. Alors, Pierre-Olivier, est-ce qu'il y a des statisticiens chez API Cube ou vous faites uniquement avec les outils IBM ? Non, il y en a quelques-uns. En fait, il faut savoir que moi j'ai fait 8 au bac en maths, donc tous les gens que je croise, en fait, la majorité sont meilleurs en maths que moi, ils sont tous mathématiciens. En fait. Il y a deux choses, il y a inventer des outils et les utiliser. Lorsqu'on utilise des produits IBM, le meilleur data scientist qu'on puisse avoir, c'est un gars qui est bac plus 5 en sport, qu'on a débauché d'une usine, en fait, parce qu'il était juste brillantissime et il n'était pas au bon endroit, en fait. Et après un an d'adaptation dans l'entreprise, il est devenu magique, c'est notre meilleur. Mais il n'est pas très, très bon en maths, parce que lui exploite les outils. Les personnes que l'on a qui créent les outils, eux, effectivement, on a plutôt alors ils sont à Buenos Aires, ils ne sont pas en France. On a une bonne poignée d'ingénieurs, effectivement, qui sont plutôt bons en maths. Terrain sur lequel je les amène jamais, parce que je ne suis pas ridicule, je suis quand même pas trop, on peut déconner.
et eux sont là pour inventer les outils. Et quand je vois la démonstration sur Origin tout à l'heure, sur le produit Origin, je suis assez bluffé et émerveillé parce que c'est un énorme travail, c'est un énorme chantier, ça a l'air d'être un énorme chantier. Et je suis sûr que vous avez eu besoin de statisticiens, de mathématiciens, de projetés et autres. Lorsqu'on fait la même chose sur le Trocadéro, on a besoin de gens qui fassent preuve de bon sens, qui aient une extrême bonne connaissance de la nature des sources de données que l'on utilise pour trier le grain de livret justement et pas intégrer des sources dont on n'aurait pas besoin ou qui viendraient fausser le modèle. Il y a une expression en Big Data qu'on utilise souvent, enfin pas qu'en Big Data d'ailleurs, mais qui est bullshit in, bullshit out. Si ce que vous mettez à la techno en fait est déjà faux au démarrage, ce que vous allez ressortir c'est du grand n'importe quoi en général. Et donc je crois qu'il faut beaucoup de statisticiens, de mathématiciens, donc de data scientists. Il y a une étude qui est sortie il y a pas longtemps qu'il en fallait 500 000 aux États-Unis dans 2-3 ans. Et pour l'instant, ils n'en ont pas. Donc ça fait évidemment déjà 500 000. Donc je pense qu'il en faut, mais je pense qu'il faut des gens normaux de la vraie vie. Les gens normaux de la vraie vie, pourquoi? Parce qu'ils vont comprendre, ils vont se mettre à la place du consommateur, ils vont comprendre ce que les gens expriment. Je vais revenir au Coca et au Trocadéro parce que finalement il est vraiment significatif. L'élément déclencheur pour suivre les futurs émeutiers, c'était un mot d'argot en arabe qui s'appelle zbeul en fait, qui veut dire c'est le bordel en fait. Donc on va mettre le zbeul, c'est-à-dire on va mettre le bordel au Trocadéro. Et si la personne qui regarde ça est quelqu'un qui est à la stratosphère, qui n'a jamais descendu dans une rue, il va mettre peut-être beaucoup plus de temps à identifier ce mot-là et à comprendre son importance. Et on a vu que le temps était précieux, surtout dans le cas de l'émeute d'ailleurs, il est particulièrement précieux. Donc, on n'a pas besoin que de data scientists, on a besoin d'avoir des gens qui aient compétences métiers, là en l'occurrence c'est une bonne connaissance du foot et des gens, on va dire comme ça, pour que ensuite toutes les données qu'on va brasser, tout ce qui va ressortir de la technologie, soient interprétées de façon cohérente et de façon juste. D'accord. Donc, vous voulez conclure avant de donner la parole et ouvrir à quelques questions de nos invités. On voulait conclure effectivement sur le fait que le big data, donc c'est effectivement le buzzword en ce moment, le mot que l'on trouve partout, même encore ce matin, donc il y a la communication sur le redressement productif. Mais à des fins marketing, il semble quand même y avoir des freins, et les freins dans la santé sont assez compréhensibles. Est-ce que, Pierre-Olivier, Pierre-Henri, vous pouvez nous dire si ces freins-là, aujourd'hui, sont étudiés aussi dans le secteur privé et qui touchent forcément donc, notion de données critiques. Par exemple, la CNIL ne permet pas aujourd'hui, sans l'accord de l'utilisateur, du consommateur, d'avoir son nom affiché. Je crois clairement qu'on est dans une zone grise en fait. C'est-à-dire que pour l'instant il n'y a pas trop de lois. Il y a des lois mais elles ne sont pas complètement bien appliquées. Et quand par exemple on vous dit que Robert Dupont va aller casser des CRS au Trocadéro, j'ai pas le droit de dire que c'est Robert Dupont. Je peux dire qu'il y a un gars qui a un pull noir, une chemise bleue et un pantalon beige, pardon, vous étiez sûrement pas, mais qui va aller casser des CRS, mais je peux pas dire que c'est Robert Dupont. Et je fais partie des gens qui croient que ça doit s'arrêter, qu'on doit avoir le droit de le dire. Et plus largement, on devrait avoir le droit de publier ses données sur la santé, on devrait avoir le droit à une transparence totale, on devrait avoir un devoir de transparence totale, parce que la lutte pour garder les données privées justement, est déjà perdue. Par exemple, avec 3 points de localisation, on s'est remonté à un individu. Aujourd'hui, vous checkez une fois au bureau, une fois dans mon restaurant favori et une fois ici, c'est une conférence sur le Big Data. Vous cherchez qui s'y connaît un Big Data qui habite à Toulouse, qui va dans ce restaurant-là et qui a des bureaux là-bas, et c'est moi. Il n'y en a pas 50 à Toulouse. Donc, et on est en 2013. J'ai un très bon ami, je suis désolé, je fais beaucoup d'histoire, mais j'ai un très bon ami en fait, qui est le plus gros broker immobilier de Palm Beach. C'est le gars qui a vendu la maison des Trump, 100 millions de dollars à l'époque, qui vient de vendre celle de Howard Stern, 56 millions. Et il a une maison au bord de la plage, où il a mis des arbres de partout parce qu'il voulait conserver sa vie privée. Il n'y a aucune photo de lui sur internet nulle part. Il voulait conserver sa vie privée. Et un jour on discutait, et j'ai pris mon téléphone, j'ai pris Google Maps, j'ai montré sa piscine, j'ai montré ses 2 Aston Martin qui étaient garés devant. Et il voyait tout, et son univers s'est écroulé en fait. Et j'ai juste pris mon téléphone, même celui que vous avez dans votre poche, j'ai pris Google Maps, que vous avez déjà tous utilisé. J'étais pas dans de la technologie, c'était pas la NASA, quoi. On était loin. Et donc je crois vraiment que la vie privée est terminée. La difficulté, le problème de donner toutes les données, toutes les informations, c'est l'usage qui en est fait. Lorsqu'on connaît les données de santé, si demain vous savez que j'ai un cancer et que vous me virez à cause de ça, c'est un réel problème, clairement. Par contre, si on avait plus d'éléments
sur le fait que quelqu'un qui habite à Fonce-Grive, comme moi, qui fait mon métier, etc., déclenche plus de cancers que les autres. Peut-être qu'on peut regarder pourquoi, peut-être trouver de meilleures sources, etc. Donc il y a un vrai intérêt à ça. Et je crois que le combat est perdu, en fait. Je fais partie de ceux qui croient que le combat est perdu et qu'au lieu de s'en protéger, on devrait plutôt essayer de mettre en perspective ce que l'on risque vraiment et d'embrasser ce chemin-là. Merci. On va peut-être, à moins que vous ayez effectivement quelque chose à rajouter sur cet aspect privacy, on va peut-être laisser la place à des questions de la part du public. Vous pourriez répondre. Pierre-Henri. Merci. Question. Chokidaski, j'ai juste une question. À partir de quelle quantité on peut parler de Big Data? Et qu'aujourd'hui, 80 000, tout à l'heure vous avez parlé de 80 000, est-ce que 80 000 c'est Big Data ou pas? Et depuis longtemps, il y a quand même des méthodes en data mining qui existent, des méthodes statistiques qui existent pour l'analyse de données. Qu'est-ce qui fait que les méthodes utilisées avant ne sont plus valides pour les grandes quantités de données qui concernent les big data? Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce qu'il s'agit le problème concerne les quantités ou est-ce que ça concerne le nombre de dimensions des données? Une question à tiroir. Qui est prêt? De toute façon, vous ferez dedans. Je suis assez d'accord, en fait. Je ne sais pas ce que c'est que Big Data non plus. Enfin, je ne sais pas à partir de quel moment c'est Big, en fait. Ce qui change par rapport à tout ce qui est BI ou Data Mining, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Alors d'abord, c'est pas caduc du tout. Hein. Enfin, je vous laisse dire ça, mais moi je suis pas tout à fait d'accord. Le Big Data vient juste rapporter... enfin, Big Data, je ne veux pas dire grand-chose non plus, mais donc, ce qu'on évoque là, c'est un buzzword actuellement, parce que c'est la conjonction de deux éléments, le fait qu'il y ait beaucoup plus de données qu'avant, c'est une véritable explosion, et beaucoup plus de variété qu'avant sur ces données-là. Et le fait que les technologies soient capables de les traiter de plus en plus précisément. C'est-à-dire qu'avant, si on pose la même chose il y a 10 ans, par exemple, on n'a soit pas assez de données, soit les technologies qui ne sont pas capables de les traiter. Donc, qu'est-ce que le Big Data? Je vais vous faire une réponse idiote, c'est à partir du moment où il y a trop de données pour que je sois capable de les traiter à la main, je considère que c'est du Big Data. Mais il n'y a pas de chiffres. J'ai pas de chiffres. On a travaillé pour un client américain avec un cabinet d'avocats qui voulait comprendre comment les Chinois et les Russes, quel était leur cheminement intellectuel pour demander un visa EB5, qui est celui des investisseurs fortunés, pour aller aux États-Unis. Il n'y a rien comme data, il y a très peu de data, mais les technologies qu'on a utilisées sont celles-ci. Et par contre, j'ai oublié la deuxième question. Oui, c'était par rapport au nombre de dimensions, parce que le nombre de dimensions se joue par rapport aux méthodes, étant donné que les définitions... En l'occurrence, par exemple, les données spatio-temporelles, est-ce que le fait d'avoir différentes dimensions spatiales et différentes dimensions temporelles, ça peut concerner ce type de données ou pas du tout? Est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres méthodes qui sont concernées par ça? Je vois bien ce que vous voulez évoquer en tant que dimension, mais on parle de variété plutôt. Et plus la variété est bonne. Tout à l'heure, je parlais des 4V en fait, et je disais que la variété et le volume n'étaient pas si importants que ça. Pour la variété, je vous ai précisé que ça dépendait des cas. Il y a des cas où effectivement on donne beaucoup de variété. Et quand on a étudié la ville de Toulouse, par exemple, parce que pensez les Toulousains, on a intégré ce qu'on écoutait sur Internet, qui sont des données publiques, qui sont rendues publiques du moins. Mais on a aussi injecté dans le système les courriers que les gens envoient à la mairie, par exemple. Donc, qui est pour le coup une autre dimension, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une autre dimension, mais qui est une autre variable. Pourquoi? Parce que en fait, tout le monde ne parle pas sur Twitter, tout bêtement. Donc, le fait, il y a des gens qui prennent leur plume et qui envoient des courriers manuscrits à monsieur le maire en disant qu'ils remarquent de ne pas avoir de place handicapée au pied de chez eux. Donc, on a intégré ce type-là, et plus vous avez de variété, dans certains cas, effectivement, ça peut rendre le lien magique. Je ne parle même pas d'intégrer après des courants bas, du style intégrer la météo, du style intégrer des notions de sécurité sur une ville, par exemple. On sait que c'est un enjeu important sur la consommation, sur la création d'entreprise, sur la fertilité, pas la fertilité là, la fécondité, bon. Donc, oui, dans ce sens-là, la variété, c'est quelque chose qui est assez important, je pense. Oui, bonjour, donc Ludwig Kaczynski.
étudié avec l'équipe ici. Le fait d'analyser comme ça, de rechercher des données, ces fameuses big data, est-ce que c'est à la portée d'une PME, d'une entreprise, imaginons du tissu régional, mais plutôt petite entreprise, qui se pose des questions sur ses clients, sur ses choix privilégiés, voilà, et qui va chercher à avoir une vision fine, qui va pouvoir compléter des données marketing. Qu'est-ce que ça coûte? Est-ce qu'il faut être Microsoft pour mettre ça en place? Voilà. Juste un petit élément de réponse par rapport à cette question. Ça fait partie d'un exemple que j'enseigne dans mon cours dans la majeure de management et décision dans le programme Grande École ici. En fait, il y a c'est exactement ce que vous dites. Il y a un petit groupe d'étudiants dans une université américaine qui, il y a quelques années, a décidé de reprendre la cafétéria sur le campus qui ne marchait pas du tout et qui avait fermé ses portes. Ils ont décidé de la rouvrir et ils servent des cafés, des muffins, voilà, des sodas, vraiment la base d'une petite cafette. Et ils ont décidé de collecter, juste de noter tous les jours le nombre de cafés qu'ils vendaient, le nombre de sodas, le nombre de muffins, le nombre de sandwichs. Et ils notaient également le nombre de gobelets jetés, le nombre de sandwichs non vendus. Et ils ont juste tenu à jour un petit fichier Excel avec le nombre de ventes. Et tout ça pendant environ 8 mois. Donc les ventes, à quel prix. Et avec ça, ils ont réussi, en utilisant des petites méthodes économétriques simples, je dis petites parce qu'elles sont très justes, elles marchent très bien. Mais c'est-à-dire que ce n'est pas un énorme modèle, ce n'est pas une énorme machine, on n'a pas besoin d'un logiciel très sophistiqué. On peut faire l'analyse qu'ils ont réalisée avec Excel. Et en fait, ils ont réussi à prévoir, en fonction des variations de température qu'ils relevaient très simplement tous les jours, on peut connaître la température qui est annoncée, et ils ont réussi à comprendre les tendances de la demande des étudiants sur le campus, pourquoi tel jour ils préfèrent acheter plus de café plutôt que des sodas, pourquoi est-ce que le vendredi tout d'un coup la demande était beaucoup plus faible, parce qu'il y avait des cours entre midi et 2. Ils arrivaient avec leur modèle à comprendre un petit peu le comportement de leurs consommateurs, et ils ont pu adapter, donc d'un point de vue marketing, ce qu'ils mettaient en avant tel jour de la semaine ou non, en fonction de la demande qu'ils allaient rencontrer. Et ils ont pu également comprendre en termes d'approvisionnement, de nombre de gobelets, de sandwichs, pour éviter le gaspillage. Ils ont pu adapter leur production et leur vente avec un modèle simple, quelques données. Et je pense qu'on peut... donc peut-être qu'à ce moment-là, on ne parlerait pas de big data, mais c'est déjà une base de données qui est analysée à des fins marketing et qui a très bien marché pour eux. Voilà. Je sens bien quand même que vous voulez des chiffres un peu. J'ai l'impression. Le cas dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un cabinet d'avocats qui s'appelle Bernstein, Osberg et Brown, qui est un cabinet, donc c'est le plus gros cabinet de Floride, spécialisé dans l'immigration. Ils sont collaborateurs inclus, c'est-à-dire hors avocats associés, une trentaine, je crois. Donc c'est pas une grande boîte, quoi. Ils facturent cher, c'est quand même pas une grande boîte. Sauf que le patron de ce cabinet, des deux fondateurs, a recruté peut-être la meilleure avocate des États-Unis sur l'Ibify. Donc le visa pour les investisseurs qui investissent entre 500 000 et 1 million de dollars et qui va quasiment directement au passeport, en passant par la carte verte, mais c'est très rapide. Mais par contre, qui coûte peut-être 40 000 dollars d'honoraires pour avoir ce visa. Et quand on a regardé, quand lui regarde le marché, il tombe sur des web agencies ou des gens de marketing qui lui font du SEO, qui lui font du site web, je veux dire, avec un avocat en costard cravate, la main sur la Bible, le drapeau américain derrière, etc. Et si vous regardez tous les cabinets d'avocats américains, ils sont tous pareils. Et lui, il s'est dit que peut-être qu'un Chinois riche qui veut quitter la Chine parce que peut-être qu'il ne se sent pas trop en sécurité ou il a inquiet pour son argent, il met peut-être sa mécanique intellectuelle pour choisir son cabinet d'avocat et pas celle-ci. Peut-être qu'un Russe qui veut mettre sa famille en sécurité réagit pas de cette manière. Et donc, on a fait tourner des modèles de données autour de ces déclencheurs. On n'a pas pu le faire que sur l'Ibify parce qu'il y avait trop peu de données. En fait, ce qui nous fait le plus peur, c'est de rien trouver en termes de données. Donc, du coup, on n'a rien analysé et on est comme une poule qui a trouvé un couteau, en fait. Donc, du coup, on l'a fait sur l'ensemble des gens qui voulaient partir aux États-Unis en se concentrant sur les investisseurs. Le budget de cette opération-là, je crois qu'on est un peu moins de 40 000 dollars, 30 000 euros. Donc, c'est une somme, c'est pas non plus à tomber de la chaise. On lui a rendu
la meilleure étude qui existe sur les déclencheurs pour aller aux États-Unis faire un visa. Et c'est un marché là-bas qui est de 4,5 milliards, je crois, ou 5 milliards, un truc comme ça. Donc pour 30 000 euros, 40 000 $. Donc est-ce que c'est à la portée des PME? Je crois que c'est à la portée des PME qui ont compris que c'était important pour elles et qui ont envie de se bouger un petit peu. C'est pas à la portée des PME qui disent « Ouh là là, ça va coûter cher ». Et finalement, je crois que je vais faire du 4x3 sur le périphérie. Merci beaucoup.